Bienvenue aujourd'hui sur ce nouveau webinaire Piguet-Galland qui traitera de la question sur l'agenda chinois et des risques qui y sont liés concernant les marchés. Alors, vous aurez effectivement l'occasion de vous en rendre compte, c'est un webinaire un peu différent de ceux que vous avez eu jusqu'à présent. Je suis Quentin Rossier, conseiller en investissement au sein de l'équipe de l'advisory Piguet-Galland et qui répond aux clients qui sont en mandat de conseil advanced. J'y reviendrai par la suite. Pour répondre à cette question, je suis accompagné de mon collègue Ed Yo, analyste gérant de fonds chez Piguet-Galland et bien évidemment spécialiste de la région asiatique. Bonjour Ed. Bonjour Quentin. Vous l'aurez compris, nous sommes tous les deux participants des investissements qui, sous la coupelle de notre responsable des investissements, Daniel Varela, fait partie au même titre que le conseil patrimonial et le financement de l'offre globale de Piguet-Galland qui s'axe autour de vos projets de vie. Monsieur Daniel Varela, que vous avez d'ailleurs le plaisir de retrouver de manière trimestrielle avec les webinaires qui traitent de la stratégie de Piguet-Galland. Comme je le disais moi-même, au sein de l'équipe des mandats de conseil Advanced, nous nous occupons des clients qui souhaitent recevoir des conseils de la part de spécialistes avec des idées de manière proactive. Et mon collègue ici présent, qui est en plus d'être mon voisin de bureau, est dans l'équipe des analystes et qui, eux, gèrent les fonds actions et autres fonds de chez Piguet-Galland. Alors, c'est vrai que cette question, elle brûle les lèvres de tout le monde et elle est pointue, elle est spécialisée. C'est pour ça que c'est un webinaire un peu aujourd'hui qui sera peut-être plus spécialisé que ce que vous avez pu avoir la chance de voir jusqu'à présent. Mais néanmoins, elle s'adresse à tout le monde et on vous encourage bien évidemment à poser vos questions sur le chat. N'hésitez pas, on tâchera d'y répondre à la fin de la présentation, bien évidemment de manière anonymisée et dans le temps qui nous est imparti. Alors, sans plus attendre, Ed, je te cède la parole pour nous exposer tes vues concernant cet agenda chinois. Merci Quentin, bonjour à tous. Merci d'avoir pris le temps ce matin de participer à ce webinaire, à cette présentation. Le sujet de ce webinaire est sur l'économie en Chine et sur les dernières mesures réglementaires imposées par le gouvernement chinois. C'est pas facile de comprendre les dernières actions ou décisions prises par le gouvernement. Et le but ici ce matin, c'est d'essayer d'apporter un peu de clarté sur ces événements et de partager avec vous notre lecture des choses. Pour ce faire, j'aimerais passer les premières 15-20 minutes de ce webinaire à vous faire un rappel de la situation économique sur la situation de l'économie chinoise depuis le début de la pandémie et puis essayer d'apporter une réponse sur le pourquoi de cette série de mesures réglementaires. Donc, tout d'abord, un petit rappel sur la situation économique en 2020. Comme vous le savez, les premiers cas de Covid sont apparus dans la ville de Wuhan. Le gouvernement a très rapidement imposé des mesures de confinement strictes et il a bénéficié de l'expérience du SARS, qui est la pandémie en 2002-2003. Ces mesures de confinement étaient une approche relativement bonne avant l'arrivée du vaccin en novembre de l'année passée. Cette démarche a permis de limiter la propagation du virus dans un premier temps, a permis à l'économie de rebondir fortement. On avait suivi les données de haute fréquence et le trafic, la production, la consommation ont tous rebondi très rapidement. Tout le fameux concept de first in, first out pour expliquer que la Chine a été la première économie à entrer dans cette crise sanitaire et la première à en sortir. On voit très bien sur ce trafic à l'écran, c'est la production industrielle avec la Chine qui est en rouge et un rebond qui a lieu bien avant l'Europe, bien avant les États-Unis ou encore le Japon. Ce fort rebond de l'économie explique pourquoi le stimulus en Chine a été beaucoup plus faible que dans la plupart des pays développés. Contrairement à la crise de 2008-2009, quand la Chine a énormément dépensé pour relancer l'économie, cette fois-ci, c'est au tour des pays développés qui ont dépensé beaucoup plus par rapport à la crise précédente. On voit ici sur le graphique de gauche qui représente la relance fiscale par rapport à la taille de l'économie.
on voit que les pays développés ont été beaucoup plus généreux. À droite, c'est la comparaison des stimuli entre la crise financière, donc de 2008-2009, et la crise Covid. On voit par exemple que l'Allemagne a dépensé un montant qui est presque 10 fois plus élevé durant la crise actuelle par rapport à la crise précédente. Il n'y avait pas que les mesures de relance qui ont été plus timides. La politique monétaire était également moins accommodante depuis le dernier trimestre de l'année passée. Alors que les pays développés distribuaient encore du cash à l'échec de relance, la Chine a décidé de commencer à fermer le robinet de crédit. Sur ce graphique, on voit d'abord à gauche une phase de désendettement entre 2016 et 2018. Ensuite, une phase de croissance en fin 2018 pour faire face à la guerre commerciale avec Trump. La croissance est restée sur la même trajectoire avec la pandémie qui avait commencé en début 2020, mais depuis le dernier trimestre de l'année passée, on voit que le gouvernement a décidé de réduire le niveau de crédit dans le système, dans l'économie. Et on voit aussi que cette croissance de crédit est corrélée avec l'activité manufacturière du pays, ici indiquée en rouge. Maintenant, on arrive à l'année 2021. La situation économique est très différente. On a un ralentissement de la croissance, une normalisation par rapport à l'année passée. La demande d'exportation chinoise reste forte, mais l'économie domestique a de la peine à retrouver le niveau pré-Covid. On voit très bien sur le graphique qui n'apparaît pas sur l'écran. Ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau des différents indicateurs macroéconomiques. Il y en a certains qui ont vu une normalisation et un ralentissement depuis l'année passée, depuis le début de l'année, notamment la consommation ou par exemple le secteur de l'immobilier, tandis que l'exportation a continué de croître, continue de progresser depuis en fait le début de la pandémie. De nouveau, désolé pour ce problème technique, le graphique n'a pas apparu, mais j'espère que c'était assez clair pour vous. La stratégie face au Covid adoptée par la Chine est également un problème en 2021. L'approche zéro tolérance qui repose sur des mesures de confinement strictes à chaque fois il y a une vague d'infection a clairement un impact négatif sur l'économie et sur la consommation. C'est une approche différente par rapport à la plupart des pays développés et c'est quelque chose qui repousse toujours la possibilité de rouvrir les frontières. Le nombre absolu de cas reste très faible, voire très faible par rapport à la taille de l'économie, à la taille de la population. Ici, si on regarde sur le graphique de tableau à droite, on voit qu'on parle de moins de 50 cas pour toute la Chine. Mais ces dizaines de cas tous les 1 ou 2 mois suffisent à repousser une vraie normalisation de l'économie. Donc, si on se remet dans la situation de fin 2020, la Chine est l'une des rares économies à avoir une croissance positive pour 2020, et une croissance attendue d'environ de plus de 7% en fait pour 2021. Ce rebond en V de l'économie avec cette approche de confinement très rapide à l'arrivée du Covid et les perspectives de croissance en 2021, notamment avec la demande d'exportation qui reste très forte du reste des autres économies, a donné une certaine marge de croissance pour la Chine. Et à mon avis, cette marge de croissance a ouvert cette fenêtre d'opportunité pour le gouvernement chinois de se pencher sur des problèmes plus structurels, des problèmes qui n'ont pas pu s'occuper pendant les crises, que ce soit la crise financière ou la crise géopolitique avec les États-Unis. Donc, dans cette première partie était un rappel de ce qui s'est passé en Chine au niveau de l'économie depuis le début de la pandémie. Maintenant, dans cette deuxième partie, j'aimerais passer en revue certaines des mesures réglementaires imposées par le gouvernement chinois au cours des 12 derniers mois. Et à la fin, on va essayer d'apporter une réponse sur le pourquoi de ces mesures.
Pour commencer, très souvent, on attribue le début de ce cycle réglementaire à l'IPO reporté de Ant Group. Pour ceux qui ne connaissent pas cette société, c'est en quelque sorte la partie fintech du groupe Alibaba dirigé par Jack Ma. Le média a souvent associé le report de l'IPO à une attaque personnelle contre Jack Ma après les critiques que lui a fait sur le gouvernement. Je ne pense pas que ce soit la seule raison. Je pense qu'il existe véritablement des risques potentiellement systémiques du business model de Ant Group. Le gouvernement n'était pas prêt, ou il a estimé qu'il n'y avait pas assez de visibilité ou de contrôle sur les prêts ou les investissements proposés sur cette plateforme FinTech. Le fait est que le gouvernement a laissé passer l'opportunité pour que Ant Group de devenir la plus grande introduction en bourse de l'histoire, a surtout montré le soutien du gouvernement, a montré le soutien du président chinois, et ça a donné le feu vert officiel pour plus de nouvelles mesures réglementaires, à mon avis. En fait, même avant l'incident de novembre 2020 sur Ant Group, quelques mois avant, il y avait des réglementations sur le secteur immobilier qui ont passé plutôt inaperçues. C'était des mesures pour obliger les promoteurs immobiliers à réduire leur niveau d'endettement. En août 2020, de nouvelles règles appelées les 3 lignes rouges ont été introduites. C'était pour imposer des limites d'endettement basées sur des ratios financiers. Dernièrement, vous avez probablement entendu parler de la société Evergrande qui a du mal à rembourser ses créanciers. Il faut noter que le problème de dette d'Evergrande n'a rien de nouveau. C'était bien connu du marché. Ce qui est nouveau, c'est l'impact de ces nouvelles règles sur la société. Evergrande a échoué à ce test d'endettement. Comme vous pouvez voir sur le graphique, elle n'a passé aucune des 3 lignes rouges et par conséquent, elle n'est pas autorisée à augmenter son niveau d'endettement. Et comme le modèle d'affaires des promoteurs immobiliers est basé principalement sur la dette, ça a créé de sérieux problèmes de liquidité. Ensuite, sur le plan réglementaire, c'est surtout en juillet de cette année que ça s'est accéléré. La société Didi, qui est une sorte de Uber en Chine, a décidé d'entrer en bourse aux États-Unis malgré le désaccord du gouvernement chinois. Et quelques jours seulement après l'introduction en bourse, le gouvernement chinois a ouvert une enquête sur l'entreprise en évoquant des risques de protection de données. Le message du gouvernement ici est très clair. Pour avoir plus de contrôle sur les sociétés tech et sur la sécurité des données, il décourage les autres sociétés technologiques d'entrer en bourse aux États-Unis. En fait, le gouvernement cherche à ramener la cotation de ces champions technologiques sur la bourse de Hong Kong ou la bourse de Shanghai. Aujourd'hui, ce titre se traite toujours 40% plus bas que le prix de l'IPO. Toujours en juillet, l'événement qui a vraiment choqué le marché a été la réglementation du secteur de l'éducation en ligne. Le régulateur a annoncé que les sociétés de ce secteur doivent adopter une structure non-profit et qu'elles ne peuvent plus organiser des cours de rattrapage le week-end ou pendant les vacances ou les jours fériés. Ce sont des mesures beaucoup plus sévères qu'attendues. La réalité, c'est que ces services de tutorat sont devenus un fardeau pour les parents et pour les enfants, et le coût associé est devenu un problème pour la société et pour la démographie, parce que ça décourage les parents à avoir plus d'enfants. Un mois plus tard, c'est à nouveau des mesures sur les enfants. Cette fois-ci, après les avoir libérés des cours de rattrapage, le gouvernement chinois ne voulait pas qu'ils fassent n'importe quoi avec leur temps libre. Du coup, ils ont limité l'accès des mineurs aux jeux vidéo en ligne à seulement 3 heures par semaine. Il a même utilisé le terme de l'opium spirituel pour décrire la dépendance aux jeux vidéo. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des mesures de ce genre. C'était déjà le cas en octobre 2018. À chaque fois, c'est pour éviter la dépendance aux jeux vidéo qui est considérée comme un problème social à long terme. Enfin, en septembre, il y avait des réglementations à Macao, le seul endroit où les casinos sont légalement autorisés en Chine.
de nouvelles règles sur le processus d'émission de licence, le niveau de surveillance du gouvernement sur le secteur. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces mesures, mais c'est clair que les jeux de hasard font partie des addictions qui sont considérées comme un problème social. Donc, après avoir passé en revue ces quelques mesures, la question à se poser est qu'est-ce que ces mesures ont en commun? Et le fil conducteur qui relie ces mesures, à mon avis, semble être le concept de la prospérité commune, qui est un agenda et une expression très souvent utilisée par le gouvernement chinois ces derniers mois. Mais en quoi consiste ce concept de prospérité commune? Pour l'instant, il n'y a pas de définition officielle. Mais à mon avis, ce concept et toutes ces mesures réglementaires, la stabilité sociale, donc en exigeant une plus grande responsabilité sociale des entreprises, et la stabilité économique pour un plus grand contrôle des sociétés Internet qui représentent aujourd'hui un poids très important dans l'économie. Sur ce premier objectif de stabilité sociale, il semblerait que le gouvernement cherche à avoir une croissance plus inclusive. Il semble que le gouvernement cherche le but est de réduire les inégalités de richesse. Parce que pour un pays qui a un système politique soi-disant communiste, l'esprit entrepreneurial et l'inégalité entre les très riches et le reste de la population est quand même assez contradictoire. Un autre but est d'augmenter à terme le taux de reproduction. Même si la politique de l'enfant unique n'est pas vraiment appliquée, la nouvelle génération ne veut juste pas avoir plus d'enfants. Et pour éviter un problème démographique à long terme, il faut alléger le fardeau des facilement associer cet objectif aux mesures réglementaires sur le casino, sur les jeux vidéo, sur le système de cours de rattrapage et sur les promoteurs immobiliers. Sur le deuxième objectif de la stabilité économique, pour moi, c'est surtout un rattrapage des mesures antitrust par rapport à l'Europe et par rapport aux États-Unis. Ces dernières années, la priorité du gouvernement chinois a été la croissance, mais il semblerait que l'accent aujourd'hui est mis sur une croissance de qualité. Jusqu'à présent, les plateformes Internet en Chine avaient énormément de liberté d'action. La liberté sur la manière de croître, la manière d'utiliser les données des consommateurs. Mais pour obtenir une compétition plus équitable, le régulateur va chercher à éviter les abus de position dominante des positions dominantes par certains géants de la tech et limiter la dépendance de l'économie entre les mains de juste quelques entrepreneurs tech. On peut associer cet objectif aux mesures imposées sur Alibaba, sur Ant Group, sur Didi par exemple. La cible est clairement sur la tech, simplement parce que c'est un secteur qui est devenu très dominant très rapidement, comme on peut le voir ici sur la partie, sur le graphique de gauche. Donc, juste maintenant, j'essaie de classer ces différentes mesures réglementaires sur l'agenda de la prospérité commune, avec comme objectif la stabilité sociale d'un côté et la stabilité économique de l'autre. Si ce que recherche le gouvernement chinois est une croissance plus durable et une compétition plus équitable, ces mesures réglementaires sont beaucoup moins inquiétantes qu'avant. Ces problèmes d'inégalité sociale et de pratiques monopolistiques, on les retrouve en fait assez souvent également en Europe ou aux États-Unis. Ce qui a vraiment surpris le marché, à mon avis, c'est la rapidité de ce rattrapage réglementaire et l'efficacité à laquelle ces mesures réglementaires peuvent être implémentées dans un système autoritaire. À mon avis, pour répondre à la question, le gouvernement n'est pas en train de faire une marche en arrière si la volonté est juste d'améliorer la stabilité sociale et la stabilité économique. Mais ça reste que ce nouvel agenda représente un virage assez important pour les investisseurs et aura un impact sur la manière de se positionner correctement sur le marché chinois. Pour ceux qui se posent la question à quoi on peut s'attendre au gouvernement maintenant,
Je pense que sur le court terme, on peut s'attendre à une stabilisation de ces mesures réglementaires. D'ailleurs, les dernières mesures remontent déjà à septembre. La raison est que la fenêtre d'opportunité s'est refermée à le ralentissement de l'économie. Un ralentissement qui est dû au confinement répété lié aux nouvelles vagues de Covid, à la pénurie d'électricité et au ralentissement du secteur de l'immobilier. Sur le long terme, je pense ce qu'on peut s'attendre à ce que le gouvernement poursuive ce programme de prospérité commune, mais les mesures ne vont pas être aussi extrêmes que ce qu'on a vu cet été pour ne pas effrayer les investisseurs étrangers. Simplement parce que la Chine a encore besoin des marchés de capitaux internationaux pour sa croissance dans le futur. J'arrive à la fin de cette présentation. J'espère que j'ai réussi à clarifier un peu ce qui s'est passé en Chine récemment et de fournir un cadre de réflexion sur ces mesures réglementaires. Et je vais m'arrêter là et je vais te repasser la parole, Quentin. Merci beaucoup, Ed. Alors, moi, je me positionne effectivement du côté d'un investisseur ou d'un client. Et je trouve, et je t'en remercie d'ailleurs, que tu as nettement bien dressé la liste de toutes ces réglementations et surtout bien parlé de cette expression de prospérité commune qui, dans la bouche du président chinois, revient effectivement beaucoup ces derniers temps et qui finalement dresse un certain cadre autour de ces relations. Alors, une fois de plus, pour celles et ceux d'entre vous qui n'étaient pas là au début de la présentation, je vous encourage à poser vos questions par le chat. Dans cette attente, moi-même, j'ai quelques questions pour toi, Ed. Et si on revient d'ailleurs sur le titre de ce webinaire, maintenant que tout ce cadre est établi et que tu nous as expliqué d'où provenaient ces réglementations, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur les risques que cela représente pour le marché chinois? Bien sûr. Donc, si on regarde les risques sur le marché chinois, je pense que sur le court terme, premièrement, le risque le plus important à surveiller, c'est les effets directs et indirects liés au ralentissement du secteur de l'immobilier. On ne s'attend pas à un rebond du secteur de l'immobilier ou le secteur de la construction. Je pense que le gouvernement ne va pas chercher à envoyer un message trop encourageant, trop positif pour encourager la spéculation. Mais le gouvernement veut très bien chercher à stabiliser le secteur, le ralentissement du secteur. Ensuite, il faut quand même garder un œil sur les prochaines mesures réglementaires. À quel point ces mesures entrent justement dans ce cadre, dans le cadre de prospérité commune. À quel point ces mesures risquent de plomber de nouveau la confiance des investisseurs. Il faut dire que le niveau de confiance des investisseurs aujourd'hui, c'est plus ou moins stabilisé, mais ça reste quand même assez fragile. Sur le long terme, je pense que le risque le plus important avec ce programme agenda de prospérité commune, c'est son impact négatif sur l'esprit entrepreneurial et sur l'innovation. Je comprends totalement. Maintenant, un investisseur qui se positionne sur le marché international, qu'est-ce que lui, il pourrait attendre comme risque qui pourrait l'impacter finalement? Donc là-dessus, sur le court terme, je pense que de nouveau, c'est le côté de l'immobilier qu'il faut surveiller. Peut-être la demande de matières premières au niveau de la construction et l'effet négatif de richesse, je crois que c'est important. Avec une baisse du prix de l'immobilier, un ralentissement de tout le secteur, on pourrait avoir un effet négatif sur la consommation de produits de luxe. À long terme, l'idée principale derrière la prospérité commune reste une répartition, un équilibre, un meilleur équilibre entre les très riches et la classe moyenne. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose si le business est dédié à des très riches en Chine, ça c'est quelque chose qui va représenter un risque sur le long terme. Et puis que tout simplement, c'est le risque, c'est un ralentissement économique que là, c'est l'un des moteurs clés de la croissance mondiale. Et si la Chine ralentisse,
il faut voir à quel point il faut réviser la croissance économique mondiale. Alors, maintenant que les risques sont clairement établis, qu'on a une belle clarté sur effectivement le pourquoi du comment de cette réglementation, comment est-ce que tu conseillerais un investisseur vis-à-vis de son positionnement dans son portefeuille et vis-à-vis, bien évidemment, de la Chine? Oui, donc je prépare 3 slides là-dessus. Comment se positionner? Donc, la première idée, c'est que même si le secteur de la tech a été clairement le secteur le plus touché par ces mesures réglementaires, ce risque, à mon avis, est largement reflété dans la correction depuis le début de l'année. Le sentiment des investisseurs reste très négatif sur ce secteur et la valorisation est devenue très attractive. Sur ce graphique, c'est la performance d'un ETF qui est exposé à la tech aux États-Unis, qui est en bleu, par rapport à la performance d'un ETF qui est exposé à la tech en Chine, et on voit la différence de performance entre les deux ETF. Mm-hmm. Même à long terme, la concurrence risque de s'intensifier avec les mesures anti-monopolistiques. Je pense qu'il y a de bonnes opportunités de rebond à court terme. Pour rester compétitif en termes de technologie par rapport aux États-Unis, le gouvernement chinois ne peut pas se permettre de complètement arrêter le développement de ce secteur. Mm-hmm. Ensuite, deuxième manière de se positionner, c'est au niveau de l'exposition directe sur le marché chinois. Il existe une grande différence entre le marché offshore, qui est représenté par le MSCI China, et le marché onshore, qui est le marché domestique A-share, le fameux marché qui est coté à Shanghai et à Shenzhen. Le profil du marché domestique est beaucoup plus aligné par rapport à l'agenda du président chinois, avec plus de secteurs et de sociétés qui ont le soutien du gouvernement. Et donc, ça, c'est également une bonne manière de limiter le risque réglementaire. Pour finir, l'une des idées clés de l'agenda de la prospérité commune est de réduire les inégalités de richesse et d'élargir la classe moyenne. À la banque, nous avons lancé un certificat d'action donc en 2017 déjà sur cette thématique. C'est un certificat qui s'appelle Asian Prosperity. Et même si la consommation discrétionnaire a pas mal souffert cette année, on pense qu'à long terme, c'est une thématique qui est très bien alignée aux mesures justement pour équilibrer la richesse en faveur de la classe moyenne. Très bien. Alors, si je résume rapidement, hein, effectivement, 3 manières de se positionner. À court terme, la tech chinoise, puis ensuite les A-shares et puis un certificat sur la consommation. On a reçu entre-temps plusieurs questions, effectivement. Alors, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais c'est une question qui revient de manière générale chez nos clients. Et effectivement, pourquoi on ne se passerait pas à court terme d'une exposition sur le marché chinois? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est une bonne question. Je pense que le risque de dire qu'on va s'en passer, on va juste exclure le marché chinois de portefeuille et juste de se priver d'un marché qui représente la deuxième puissance mondiale. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a eu quelques mois de sous-performance. Si on regarde la performance absolue de l'Asie ou même de la Chine, on parle d'une baisse de 7%. Donc, ce n'est pas une performance dramatique. C'est surtout cette année, on voit la performance en relatif par rapport à la bourse mondiale, par rapport au MSCI World, au marché US, par exemple. Il y a ce retard. Pour moi, aujourd'hui, justement, c'est l'opportunité de se positionner dans un marché qui a un potentiel à long terme. De nouveau, là, il faut surveiller les mesures réglementaires. À partir du moment où on est convaincu qu'on arrive à comprendre ces mesures réglementaires, ce n'est pas des mesures juste pour que le gouvernement ait plus de contrôle ou précisément le président Xi Jinping ait plus de contrôle. Je pense que c'est un marché qui est devenu beaucoup plus attractif parce que c'est beaucoup moins cher. Le risque sur la Chine, le risque antitrust sur les titres comme Alibaba ou Tencent, ça a toujours existé.
là-dessus, et puis on attendait des bons points d'entrée sur ces titres, les géants de la tech. Aujourd'hui, ce secteur, aujourd'hui, ces sociétés se traitent à un décote considérable, et je pense que le risque de ne pas s'exposer à ce secteur, ne pas s'exposer à ce marché peut avoir des conséquences importantes sur le long terme. Donc, bien évidemment, un manque d'opportunités finalement. Absolument. On a reçu pas mal de questions, effectivement. J'essaye de les traiter une par une, peut-être choisir un peu ce qui pourrait intéresser le plus grand nombre. Comme tu es, mais ça, on n'en a pas parlé, peut-être l'occasion d'un futur webinaire. Comme tu es spécialiste de la question sur les ESG, on a effectivement une question qui nous interroge sur l'impact sur les investissements écologiques. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, absolument. Ça, c'est un point intéressant parce que, de nouveau, la Chine est le pays qui a le plus grande émission de carbone dans le monde. On sait très bien. Ils ont fixé l'objectif de la neutralité carbone en 2060. Donc, la pente est assez importante. Donc, les mesures à faire qui doivent être imposées par la Chine, le travail à faire, c'est colossal. J'aime regarder la chose de cette manière. La pollution, donc, le réchauffement planétaire, c'est quelque chose, je dirais, important pour la Chine, mais encore plus important pour la Chine. Déjà, c'est la pollution d'air à l'intérieur de la Chine. Ça, c'est toujours un problème environnemental. Et ça, bien sûr, ça vient du charbon. Deuxièmement, c'est au niveau de la dépendance ou l'indépendance énergétique. La Chine a peu de charbon, mais a peu de pétrole, peu de gaz. Donc, pour éviter d'être trop dépendant des États-Unis, trop dépendant de la Russie, par exemple, l'énergie renouvelable ou les énergies renouvelables sont la solution à terme. Donc, c'est pour ça, c'est aussi une des motivations pour la Chine de promouvoir les énergies renouvelables. L'impact sur tous les secteurs, je dirais que déjà, les titres dans le secteur renouvelable de la Chine, c'est des secteurs, c'est des sociétés qui vont recevoir énormément de soutien du gouvernement dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Et la même chose pour les autres sociétés ailleurs, en dehors de la Chine, qui ont une technologie très importante pour que la Chine arrive à faire cette transition de passer de 60% de charbon à, je sais pas moi, 40%. Ça aussi, ça représente des opportunités. Je pense que la transition ne va pas être facile. On a vu récemment avec la pénurie d'électricité. Donc là, il faut s'ajuster. Ça n'a jamais été, c'est pas censé être un problème facile. Et on n'est pas censé avoir des solutions faciles. Mais dans ce processus, je pense que la motivation de la Chine est là. Pour la planète est également très important pour la Chine. On revient rapidement sur la question du luxe. C'est vrai que cette question, elle importe aussi beaucoup. On a, comme toutes et tous, finalement, un certain nombre de titres de luxe dans les portefeuilles. Et tu as effectivement abordé cette question du risque que cela pouvait avoir sur ces secteurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, là, c'est un sujet qui est assez complexe. Déjà, comme vous le savez tous, les touristes, les frontières sont encore fermées. Donc, c'est pour ça qu'on voit très, très peu de touristes chinois à Paris, à Lucerne. Et à Genève. Et à Genève. Mais la consommation a changé dans le sens que les consommateurs chinois, au lieu d'acheter ça à Paris et en Europe, ils achètent ça en Chine. Donc, il y a eu un développement assez important des magasins de luxe en Chine, dans les villes locales. C'est pour ça qu'on n'a pas vu que les titres, les sociétés de luxe n'ont pas tellement souffert jusqu'à maintenant. Tout à fait. Mais ça, c'est juste un changement du channel, du canal de distribution. Quand il y a un ralentissement sur le secteur immobilier et que
il y a un impact sur la richesse. Je pense que ça, c'est un risque sur le plus long terme, dans le sens que pour les sociétés de luxe qui visent les très riches, par exemple, il faut peut-être s'ajuster au niveau du marketing. Et moi, je vois vraiment l'opportunité surtout sur la middle class, la classe moyenne. Et c'est là que pour les sociétés qui ont une exposition plus importante à cette classe, à la classe moyenne, je pense que là, on aura plus d'opportunités. Après, de nouveau, pour les sociétés qui n'ont pas de présence en Chine, donc pas de magasins en Chine, les sociétés de luxe qui n'ont pas de présence, ça, c'est un risque parce qu'on ne s'attend pas à une réouverture de l'économie, à une réouverture des frontières, je pense, avant l'été l'année prochaine. D'accord. Et donc, cette consommation de la classe moyenne que nous jouons, nous, par le biais de ce certificat Asian Prosperity dont tu as parlé tout à l'heure. J'ai une autre question un peu plus spécifique, effectivement, pour les détenteurs des obligations et des actions qui seraient dans des structures offshore. Que se passerait-il si on a effectivement des défauts sur le territoire chinois pour ces détenteurs-là? Est-ce que finalement ils se retrouvent sans rien ou est-ce qu'ils peuvent émettre quelques requests? C'est peut-être une question qui est un peu axée juridique, réglementation plus avocat. Alors peut-être pour ce type de questions, on renverrait finalement la balle à notre conseiller en clientèle. Et bien évidemment, l'aspect juridique. Est-ce que toi, tu aurais une vision là-dessus? Comment finalement la Chine et le gouvernement chinois s'occuperaient des structures offshore? On l'a vu, finalement, ils ont quand même tendance à se centrer sur eux et à dire l'offshore, c'est plus notre problème. Est-ce que finalement, je pense que c'est ça la question plus globale, quel est l'intérêt pour la Chine de finalement des échanges et de traiter le marché offshore finalement vis-à-vis de leur marché? Oui, c'est une question intéressante. Je vais essayer de répondre. Je pense qu'il y a deux questions. Il y a le côté ADR, donc les sociétés tech ou les sociétés qui sont cotées sur la bourse aux États-Unis. Tout à fait. Mais de l'autre côté, dans la structure VIE, donc Variable Entity. Et c'est deux questions différentes. Pour moi, à terme, la Chine ne veut plus d'ADR. Ça, c'est relativement clair. Ouais. Avec, par exemple, les mesures réglementaires sur Didi, je pense que c'est relativement clair. VIE, c'est un peu plus complexe. Dans le passé, toutes les sociétés qui sont cotées sur l'ADR, ils ont une structure de VIE et notamment Alibaba. Aujourd'hui, ce sont des sociétés qui sont cotées aux États-Unis, mais également cotées à Hong Kong. Donc, si le gouvernement dit que ça y est, toutes les structures VIE, ça ne vaut plus rien aujourd'hui, il y aura un impact conséquent sur ces titres à Hong Kong, sur la bourse de Hong Kong, qui fait partie de la Chine, bien sûr. Donc ça, je pense pas que le gouvernement va être aussi agressif que le transfert des cotations des titres de ADR sur le marché de Hong Kong ou sur le marché de Shanghai. J'espère que la question est dans ce sens et j'espère que je peux répondre un petit peu à la… Non, je pense que c'est très bien. Et effectivement, si la question est plus à tendance juridique, alors on encourage nos investisseurs, nos clients à se rapprocher de leur relation de clientèle. Écoute, on est arrivé au bout des questions. Alors c'est vrai que c'est un sujet assez pointu. Nous, on se réjouit d'éventuellement pouvoir faire d'autres webinaires sur des sujets aussi spécifiques. Je vous remercie tous pour votre participation et toutes, bien évidemment. Et comme de coutume, Ed, Yo et moi-même sommes à votre disposition pour les questions qui couvrent le marché chinois ou le marché asiatique dans sa globalité. Et pour les clients qui peuvent être intéressés par le mandat Advance, je suis moi-même à disposition. N'hésitez pas à nous contacter l'un ou l'autre ou bien évidemment à vous référer à votre conseiller de clientèle. Merci Ed pour cette présentation. Je pense que nous avons une vision plus claire maintenant de la Chine, des réglementations et de comment finalement naviguer dans cet univers. Il ne faut pas perdre espoir et surtout rester investi. On voit qu'il y a des opportunités. Voilà, je pense que c'est le mot de la fin. Merci Ed, merci à toutes, merci à tous. Passez une excellente fin de matinée également et on se retrouve volontiers pour d'autres webinaires. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir Ed.